Le e-Conseil des ministres, plus qu'une question de jour au Burkina, mais avant, une formation s'impose pour les chefs de département ministériels. La gestion des dossiers en version électronique est le module de formation en attendant la tenue très prochaine de Conseil de ministres sans papier. Le mal est pernicieux et n'épargne personne, même pas les plus jeunes. Hélas, le cancer infantile est une réalité au Burkina. Une quarantaine d'enfants en sont victimes chaque année, selon une étude du CHU de Bobo-Dioulasso. Diagnostic, thérapie et alerte sont au cœur de la journée mondiale de lutte contre le cancer infantile. Et puis, l'impossible dialogue entre pouvoir et opposition en Syrie. Bientôt 2 ans de guerre civile, plus de 90 000 morts et toujours pas d'accord de sortie de crise. La communauté internationale envisagerait un embargo sur les armes, mais la question est loin de faire l'unanimité. Madame, Monsieur, bonsoir. Avant de développer ces titres, signalons la présence à Ouagadougou du président d'UNITAID, le Fonds des Nations Unies d'aide à la santé, Philippe Douste-Blazy, est le porteur d'un message d'amitié et de reconnaissance de Ban Ki-moon à Blaise Compaoré pour ses actions de médiation. Les actions de UNITAID, de même que celles consistant à prélever 1 euro sur chaque billet d'avion pour financer la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ont aussi été au centre de l'audience accordée par le président du FASO au président d'UNITAID. Les propos de Philippe Douste-Blazy sont recueillis par Maïmouna Traoré. Aujourd'hui, 15 pays font partie d'UNITAID, avec une petite contribution comme 1 euro, ou l'équivalent de 1 euro par billet d'avion. Eh bien, en 5 ans, nous avons récolté 2,5 milliards de dollars. Personne ne le sait, parce que c'est indolore. Ça ne représente rien, 1 euro, même pas le prix d'un café à Paris. Et donc, cela a permis surtout de sauver, nous soignons au moment où nous parlons, 322 millions d'êtres humains contre le paludisme, 8,5 millions d'êtres humains contre la tuberculose, et 8 enfants sur 10 qui sont soignés contre le sida aujourd'hui le sont grâce à ça. Ce n'est pas malheureusement 8 enfants sur 10 qui ont le sida, c'est 8 enfants sur 10 qui sont déjà soignés contre le sida. Et donc, le président Blaise Compaoré a été parmi les premiers dans les pays africains à accepter cette idée, et il a même fait passer une loi auprès de son Parlement, et il a demandé à son Parlement, le Parlement l'a suivi, et en 2008, une loi a été votée. Et donc, je suis très heureux d'être ici aux côtés de Monsieur le ministre de la Santé, qui connaît très bien ces sujets, et qui me faisait part de ses recherches en expliquant que cette loi est suivie des faits, qu'aujourd'hui il y a un fonds au budget de l'État qui est abondé par cette petite taxe sur les billets d'avion, et que maintenant nous allons pouvoir recevoir cette somme à UNITAID. Alors, UNITAID, c'est pas uniquement une boîte qui reçoit de l'argent, elle donne l'argent, et en particulier au Burkina Faso. Et donc UNITAID donne au Burkina Faso l'équivalent de 4,5 millions. Et donc nous avons pu, comme cela, aider les programmes des femmes enceintes atteintes de sida, qui sont soignées par l'UNICEF. Eh bien, c'est nous qui finançons les programmes de l'UNICEF des femmes enceintes atteintes de sida. C'est nous qui finançons aujourd'hui les antirétroviraux pour les enfants,
pédiatrique pour soigner les enfants qui ont le sida. C'est nous qui évitons donc la transmission du virus du sida de la mère à l'enfant, qui est la pire chose qui existe. Donner la mort au moment où on transmet la vie est, je crois, la chose la pire pour une femme ou pour un être humain en général. De la même manière, nous avons de grands projets sur le paludisme et la tuberculose. Des ministres franchissant les portes de Kosiama tous les mercredis sans cartable ni porte-documents et autres sacs lourds avec un ordinateur ou une tablette. L'image, bien qu'encore dans l'imaginaire, pourrait être bientôt réalité au Burkina. Alors, nous serons à l'heure du e-conseil des ministres, mais l'heure est à présent à la formation des chefs de département ministériels sur le remplacement du papier par l'électronique dans la gestion de leurs différents dossiers. Daniel Kambou. C'est un pari pour ces membres du gouvernement. Le premier conseil cette formation de tous les outils nécessaires. Les dossiers-là, tout cela se fera de façon électronique et les ministres vont maîtriser non seulement les aptitudes à traiter les dossiers électroniquement, mais aussi maîtriser le processus qui doit être mis en œuvre pour réaliser ce travail-là. Le e-conseil des ministres, c'est donc la dématérialisation des actes du conseil des ministres depuis l'initiation à l'archivage en passant par la conception. Toute chose qui économise le temps et le papier et facilite la circulation des dossiers du simple secrétaire au secrétariat du gouvernement en passant par le cabinet du ministre. Imaginez tous les documents que nous mettons sur papier, sans compter tous les rébus. Le document final, photocopié en 60 exemplaires. Combien de ministères, combien d'institutions et la lourdeur de tout ça. Maintenant, on va aller en conseil des ministres les bras ballants. Parce que chaque acteur va trouver devant lui, à l'occasion du conseil des ministres, un ordinateur. Un ordinateur qui est connecté. Bien sûr, c'est super sécurisé. La formation de ces acteurs principaux de cette innovation en matière de gestion des dossiers en conseil des ministres fait donc suite à la formation des collaborateurs directs de ces membres du gouvernement. L'étape de mise à niveau des équipements informatiques des différents départements ministériels est également terminée et tout porte à croire que les délais seront respectés. Leurs responsabilités sont à l'échelle de la province. Les 45 hauts commissaires entendent accomplir au mieux les missions qui sont les leurs. Depuis ce matin à Kombisiri, dans le Bazéga, ils sont à l'école du renforcement des capacités et des connaissances sur la planification et le suivi-évaluation des politiques de développement. Reportage Estelle Judith Assoba. Cette formation vise à renforcer les capacités de ces hauts commissaires issus des 45 provinces du Burkina en matière de planification et de suivi-évaluation axés sur les résultats du développement. L'intérêt, c'est d'amener les hauts commissaires qui sont les dépositaires de l'autorité dans leur province à mieux assumer les responsabilités et suivre l'ensemble des projets qui sont donc dans leur ressort territorial et surtout régler les problèmes posés par les populations. L'autre aspect qui est important, c'est que nous devons jouer notre rôle dans l'accompagnement des libertés. Il y a des manifestations, l'État ne doit pas empêcher les manifestations. Nous devons les accompagner, les encadrer. Nous allons faire en sorte que les hauts commissaires soient instruits, aient les outils nécessaires pour faire vraiment au mieux leur travail. Réunis à Kombisiri, ces acteurs centraux de l'administration et représentants de l'État dans leurs différentes localités ont 3 jours pour révisiter des concepts et notions essentielles par rapport aux politiques nationales. Et nous avons un module sur les techniques de planification au niveau opérationnel, au niveau stratégique
et au niveau du rendu, du compte rendu, la redevabilité des autorités administratives. Nous avons aussi en prévision d'expliquer un peu l'évolution institutionnelle. Vous savez que le ministère a connu une scission et que désormais certaines attributions qui étaient propres à ce ministère-là ont été rapportées sur un autre ministère, notamment le suivi des collectivités territoriales dans sa partie décentralisation. Le département de Jérôme Bougouma a bénéficié de l'appui financier de la coopération française, un appui qui va se poursuivre dans d'autres domaines en vue d'accompagner le Burkina Faso sur le chemin du développement, dira le premier conseiller de l'ambassade de France. Le cancer touche aussi les enfants. Triste réalité que nous révèlent les statistiques du CHU de Bobo-Dioulasso. Une quarantaine dépistés chaque année avec seulement un faible pourcentage de guérison. La journée mondiale de lutte contre le cancer infantile est l'occasion de faire un diagnostic, mais aussi de tirer la sonnette d'alarme. Cancer infantile curable, ampleur et défis est le thème de réflexion de cette journée. Ahadi Sandamba. Avec en moyenne une quarantaine de cas de cancer diagnostiqués chez les enfants chaque année au centre hospitalier universitaire Sourou Sanou de Bobo-Dioulasso, seulement 22% de malades sont traités avec un très faible espoir de guérison, 35% restent non traités pour diverses raisons et environ 15% de décès sont enregistrés. Ces données sont de l'Action contre le cancer infantile au Burkina Faso, ACCIB. Face à cette situation, l'ACCIB veut prendre le taureau par les cornes en se penchant sur le plaidoyer en vue de rendre accessibles les soins à tous les malades, d'où cette conférence publique sur la question. C'est d'abord sensibiliser la population sur l'existence du cancer infantile curable. Entre autres, nous voulons également dépister précocement les enfants qui peuvent être atteints de ces pathologies. Interpeller les décideurs, que ce soit politique, que ce soit les partenaires financiers, pour qu'ils nous donnent un coup de main afin que nous puissions disponibiliser les anticancéreux dans les formations sanitaires de base. 2 heures durant, les participants ont à travers exposés et échanges appris davantage sur les cancers infantiles. J'ai vraiment beaucoup appris ce soir. Vraiment beaucoup de choses que je ne connaissais pas et que j'ai vues, que j'ai entendues par les professeurs et tout le monde, tous les intervenants pour expliquer un peu ce qu'est le cancer infantile. Et au conférencier, le professeur Aboubakar Nakro, pédiatre au centre hospitalier universitaire Sourou Sanou, d'insister sur l'aspect thérapeutique de la pathologie. Pour lui, il faut développer des capacités de recherche aussi bien fondamentales qu'opérationnelles, surveiller rigoureusement le traitement et surtout, il faut mettre en place des protocoles lourds et propres à notre environnement. L'appel au secours du centre hospitalier régional de Koudougou, entendu par l'association des ressortissants du centre-ouest. Les bras chargés de matériel médico-sanitaire, l'ARCO, s'est présenté ce dimanche avec pour objectif non seulement de venir en aide aux malades de la pédiatrie, mais aussi de leur assurer un cadre hospitalier propre, première prescription d'une bonne santé. Nathalie Savadougou. Des matelas, des nattes, des blouses, des gants de ménage, du lait, des effets d'habillement d'enfants, bref, un soutien de taille au centre hospitalier régional de Koudougou. C'est un cadeau de l'association des ressortissants du centre-ouest, ARCO. Ce don fait suite à l'appel lancé par le premier responsable du CHR dans le journal L'Observateur Palga du 6 février dernier. Et la réaction ne s'est pas fait attendre par les fils et filles de la localité. Nous avons lu dans la presse la semaine écoulée qu'il y avait effectivement des problèmes au niveau de l'hôpital de Koudougou. Et je crois qu'en tant que ressortissant de la région, c'était notre devoir de réagir. Peut-être que c'est un geste symbolique, c'est un geste qui ne comble pas toutes les infusions de l'hôpital. Mais comme j'ai dit, c'est un début. Et nous appelons aussi au patriotisme des autres associations, des fils de la région du Centre-Ouest pour nous accompagner et accompagner l'hôpital. Et c'est un directeur comblé d'avoir reçu le soutien de l'ARCO. Aujourd'hui, je suis l'homme le plus joyeux sur Terre. Ce don merveilleux qui nous est fait nous va tout droit au cœur et permettra de renouveler toute la literie du centre hospitalier régional. Vous avez vu, nous avons décliné notre vision
du développement de l'hôpital et nous demandons donc le concours incessamment. Nous allons faire des rencontres de plaidoyer avec les groupes d'associations de jeunes, de femmes, de coutumiers, de religieux pour pouvoir faire ressortir notre volonté de construire un hôpital où vraiment l'amour règne entre les patients et le personnel, et où il y a l'amour, il y a la vie, et où il y a la vie, c'est l'espoir de toute une nation, et la nation est en paix. Les membres de l'association ont procédé au nettoyage de l'hôpital. L'ARCO a été créé en juillet 2012 dans la dynamique de l'organisation du 11 décembre. Elle a pour but de réunir les fils et filles de la région du Centre-Ouest et de lutter pour son développement. Jeune de son état, la structure engrange déjà beaucoup de défis à son actif. L'excellence féminine promue à hauteur de 300 000 francs CFA l'an, c'est une bourse d'études octroyée à 28 lycéennes de l'enseignement secondaire des écoles formelles et non formelles du Burkina. La CEDEAO entend par ce geste promouvoir l'éducation des filles et combler le fossé entre les sexes dans ce secteur de l'éducation. L'initiative, vous vous en doutez, est très bien accueillie par le ministère de la Promotion de la Femme et du Genre. Le compte-rendu est de C. Sylvestre Dar. Ces filles, au nombre de 28, sont issues de familles modestes et les excellents résultats qu'elles obtiennent dans leurs études forcent d'admiration. C'est pourquoi à chacune d'elles, une bourse d'excellence de 300 000 francs est octroyée. Je suis très contente. Je remercie Madame la ministre de la Promotion de la Femme et du Genre et à la CEDEAO et aux professeurs ainsi qu'à mes parents. Cette action traduit la mise en œuvre du programme d'appui du centre de la CEDEAO pour le développement du genre et à la promotion des jeunes filles dans le secteur de la formation spécialisée, technique et professionnelle. L'objectif est d'éviter qu'elles ne soient contraintes d'abandonner le chemin de l'école à cause des conditions difficiles de leur famille. Le centre a été créé en 2003. C'était compte tenu de ce que les chefs d'État ont décidé, en fait, d'approfondir et d'élargir le champ de leurs activités en ce qui concerne la promotion du genre et le soutien au développement de l'activité féminine. Le programme d'appui de la CEDEAO est à sa deuxième édition au Burkina. Son exécution est animée par un comité national de coordination placé sous la tutelle du ministère de la Promotion de la Femme et du Genre avec la participation de tous les acteurs de l'éducation nationale. Nous espérons vraiment que cela va mettre ces filles-là à l'abri de tout besoin pour leur donner toute la quiétude nécessaire afin de pouvoir travailler, de continuer d'être parmi les meilleurs parce que comme je dis, ce sont des bourses d'excellence et nous souhaitons vraiment qu'elles restent excellentes, qu'elles aient de très bonnes moyennes. Si c'est dans la formation professionnelle, qu'elles puissent terminer rapidement et trouver de bons emplois et celles qui sont dans le cycle normal, qu'elles puissent aussi réussir à leurs examens. Le secteur de l'éducation au Burkina, à l'instar des autres pays de la CEDEAO, reste marqué par de fortes inégalités et disparités de genre, tant au niveau du formel que du non formel, et cela malgré les efforts du gouvernement. À travers ce type d'action, il s'agit surtout pour l'organisation communautaire d'accroître la sensibilisation de l'opinion publique sur la nécessité de renforcer les initiatives en faveur de l'égalité et de l'équité dans l'accès, le maintien et la réussite des filles et des garçons à l'école. Pour que les femmes, les filles puissent aller de l'avant. Car quand la barbe sort et crie haut et fort le jour, c'est les tresses qui ont... 15 mois pour se perfectionner en menuiserie métallique, électricité, bâtiment et en plomberie, tuyauterie. C'est le choix d'une cinquantaine de jeunes ressortissants de Dori et des villages environnants. Un choix de métier sanctionné par une formation assurée par l'ANPE et avec l'accompagnement de la société Ayam Gold et Sakan. C'est désormais en professionnel que ces jeunes comptent affronter le marché de l'emploi. Symphorien Somda. C'est le 7 octobre dernier qu'a été lancée à l'ANPE Dori la formation d'une cinquantaine de jeunes apprenants en menuiserie métallique, en électricité bâtiment et en plomberie tuyauterie. 15 mois durant, ces jeunes ont appris le métier de leur choix. Une formation voulue par la direction du projet d'extension de la mine d'or de la société AM Gold et Sakan SA. Avec le grand projet, on a besoin d'électriciens, de soudeurs et de plombiers, tuyauteurs. Donc, en finançant la NPE et cette formation,
On est capable de former des nouveaux travailleurs pour être capable de faire le grand projet d'expansion qui est en cours. C'est aux jeunes de prendre la chance qu'ils ont entre leurs mains et de performer sur le chantier. Donc, on va s'organiser pour garder les meilleurs jeunes qui performent au niveau santé-sécurité, leadership et avancement des travaux. Cette formation a pour objectif de rendre les apprenants plus compétitifs sur le marché de l'emploi ou à explorer les pistes de l'auto-emploi à travers la création de micro-entreprises. Je souhaite que cette formation, qu'on n'attende pas qu'on vous donne, vous-même donnez. C'est-à-dire que je vais parler de l'auto-emploi. Parce que s'ils veulent donner, c'est sûr qu'on va venir, on aura besoin d'eux. Donc je privilégie beaucoup l'auto-emploi et ne cherchez pas toujours à être employé. Les apprenants de leur côté sont satisfaits de l'opportunité qui leur est offerte. Je prie Dieu, quand j'aurai les moyens, en tout cas, même si on ne va pas m'embaucher, moi-même je vais réaliser moi-même mes propres entreprises. Comme déjà nous sommes formés par l'ANPE avec l'aide de SACAN, peut-être bien que nous aurions une chance de travailler à la mine. Au cas contraire, nous allons aussi lutter avec nos propres moyens, avec nos propres forces, pour travailler chacun dans son propre compte. Une deuxième cohorte de 54 apprenants vont commencer leur apprentissage au métier de maçon, de ferrailleur et de constructeur métallique. Et pour parfaire son aide, la société Ayamgold et Sakan SA offre un stage rémunéré d'1 mois aux lauréats de la première cohorte sur le site de l'extension de la mine d'or. En attendant la construction de la clôture de l'école primaire de Wemtenga, ces élèves peuvent enfin pousser un ouf de soulagement. Depuis le week-end dernier, l'eau coule à nouveau des 2 forages de l'école après 2 ans de privation. Une réhabilitation rendue possible grâce à l'association des jeunes du Burkina Faso qui a été sensible à leur doléance. C'est Sylvestre. En panne depuis plus de 2 ans, voilà réhabiliter ce forage près de la salle de ciné de Wemtenga à Ouagadougou et cette autre située au milieu de la cour qui abrite les écoles primaires publiques Wemtenga A, B, C et D. Depuis plus de 2 ans, nous n'avons pas d'eau. On ne peut pas mener nos activités pédagogiques. Il faut effacer les tableaux, il faut nettoyer ceci, il faut nettoyer cela. Et en même temps, il nous faut de l'eau pour améliorer notre cadre de vie en ce qui concerne l'assainissement et l'embellissement. Nettoyage des toilettes, parterre et puis arrosage des arbres. Alors, donc depuis plus de 2 ans, nous sommes en déficit d'eau, donc toutes ces activités étaient paralysées. L'œuvre est de l'association des jeunes du Burkina Faso qui entendent ainsi contribuer au développement local. Le coût des travaux est estimé à environ 1 million de francs CFA. On a remarqué que les enfants n'ont pas d'eau pour boire, alors que ce sont nos frères et ce sont nos enfants, que c'est eux qui vont construire l'avenir. Nous, on compte sur eux à l'avenir. La cour d'école de Wemtenga, qui compte une trentaine de classes, voit son ravitaillement en eau courante très souvent suspendu à cause des factures impayées. Avec ces forages remis en état, c'est un souci de moins pour les élèves, les enseignants et les populations. Le cri de cœur, c'est la clôture de l'école. Nous sommes vraiment dans une insécurité totale. Les murs sont branlants, c'est vraiment désolant. Et nous ne sommes pas en sécurité parce qu'en traversant, on peut courir un enfant et dans la nuit, chacun rentre comme il veut. Les gardiens, en tout cas, sont animés d'une bonne volonté, mais malheureusement, sans clôture, la sécurité n'est pas garantie. Les différentes personnalités présentes à la cérémonie de remise des forages réhabilités sont interpellées, de même que celles investies de la mission de veiller au bien-être des populations. En attendant, ces hommes de demain semblent profiter au maximum de cette eau potable gratuite. Quel avenir pour la filière oignon du Burkina? Les professionnels du secteur et leurs partenaires, la société ivoirienne de transit Sococib, sont réunis autour de la question. Le bilan de la campagne écoulée et les perspectives pour 2013 devront leur servir de moteur de recherche pour rendre plus compétitif l'oignon burkinabé. Jacques Lamissa Tarpaga pour le reportage. De ces concertations, des solutions devront être trouvées pour améliorer l'exportation des oignons et autres produits maraîchers vers la Côte d'Ivoire. Au cours de ce face-à-face entre professionnels de la filière oignon, la société ivoirienne de transit Sococib et la Citara et transporteurs, les uns et les autres ont soulevé leurs préoccupations. Les frais de transport, les lieux de stockage ainsi que les financements apportés par la Sococib. La Sococib nous donne de l'argent, mais c'est de l'argent pour l'exportation. Mais je crois que si on avait eu assez d'argent, il y a aussi des femmes comme des hommes qui veulent exporter, mais les moyens les manquent.
C'est pour ça qu'on a évoqué si le financement ce serait un peu plus pour que l'année passée. Le bilan de 2012 étant satisfaisant, les perspectives sont bonnes pour 2013. Le coût du transit a baissé et l'État de Côte d'Ivoire a pris des mesures pour faciliter l'entrée des marchandises. Avant la transit à Ouangolo jusqu'à Abidjan avec les frais de route, les gens dépensaient 450 000. Aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il y a des zéro risques, mais les prix sont descendus beaucoup parce qu'à 20 000, 25 000, les camions de Ouangolo peuvent rentrer à Abidjan parce que le gouvernement ivoirien a décidé de suspendre tous les frais. Et on a constaté à la télévision que c'est des choses vraiment qui sont sérieuses. Le partenariat entre la Sococib et la filière oignon dure depuis 2002. Et pour la seule année 2012, ce sont 128 000 tonnes d'oignons qui ont été exportées vers la Côte d'Ivoire. Voilà 20 ans qu'est installée la Commission nationale de la francophonie, 2 décennies à promouvoir la langue de Molière et à œuvrer pour la démocratie au plan national. À la veille de la journée internationale de la francophonie, le secrétaire général de la Commission nationale de la francophonie nous présente les axes d'intervention de son institution. Nous écoutons Jean-Baptiste Kambiri. En 20 ans, nous avons essayé de magnifier et de promouvoir le rayonnement de la francophonie au Burkina Faso. En retour, le Burkina Faso aussi a toujours donné ses points de vue pour la bonne marche de la francophonie. C'est pour cela que nous nous réunissons maintenant pour célébrer les 20 ans de la création de la Commission nationale pour la francophonie. Au cours de ces 20 ans, nous avons contribué aux observations des élections dans les pays un peu partout. Donc nous avons contribué au retour de la paix, à la consolidation de la paix. Nous avons contribué au niveau politique, nous avons contribué au niveau économique, scientifique. Les professeurs de français du Burkina Faso ont une réunion régulière et les chantiers sont vastes. Alors, quand nous allons lancer nos manifestations, je vais vous inviter à venir pour voir quelques détails. Voilà, nous sommes un peu partout. Pour l'environnement, pour le rayonnement de la langue française, au niveau politique, volet coopération. Donc la francophonie fait dans ces domaines-là. Le civisme au cœur de l'action de la Jeune Chambre internationale, section du Burkina, une initiative soutenue par le ministère des Droits humains et de la promotion civique et encouragée par la vice-présidente exécutive de la JCI en visite dans notre pays, en vue de renforcer les capacités des membres de l'organisation. Une formation sur les techniques de promotion du civisme a été initiée à leur intention. Nyakiteda. C'est elle la vice-présidente internationale de la JCI. Présente à Ouagadougou, Asma Ben Silman dit venir faire la promotion de la Jeune Chambre internationale auprès des jeunes burkinabés. Et face aux hommes des médias, elle a présenté les objectifs poursuivis par son organisation. Des objectifs qui se résument entre autres à la recherche du leadership positif pour la paix et le bien-être des communautés. Avec plus de 1200 membres à travers le pays, la JCI Burkina Faso se classe selon elle parmi les grandes organisations nationales de l'Afrique. On a adressé le message bien sûr aux membres, c'est qu'ils doivent être des citoyens actifs, s'intéresser plus à l'analyse des problèmes de leur communauté et contribuer à leur façon à la résolution de ce problème, bien sûr selon le cadre du citoyen actif que nous adoptons au niveau de la Jeune Chambre internationale. Pays qui a beaucoup de jeunes, beaucoup de potentiel. Il suffit que ces jeunes s'activent, deviennent des jeunes citoyens actifs pour que le pays, bien sûr, bénéficie de leur énergie et de leur potentiel. Pour son mandat 2013, l'équipe dirigeante de la Jeune Chambre internationale du Burkina Faso a adopté une démarche de proximité pour mettre en action les valeurs du civisme au Faso. Et dans son plan d'action national 2013, des campagnes de sensibilisation occupent une place de choix. Nous avons prévu de grandes conférences et nous estimons qu'il est plus facile à un jeune de parler à un jeune. Pour cela, nous allons aller à la rencontre de cette jeunesse-là, notamment les collégiens, les étudiants et toutes les autres couches de la société, afin de les amener à prendre conscience des valeurs du civisme, sans
qui permet à tout pays de se développer. Ce programme important a besoin de soutien. C'est pourquoi la visite au Burkina Faso de la vice-présidente internationale a été mise à profit pour exposer ses plans d'action 2013 auprès des sponsors comme Africa Motors et surtout des partenaires sûrs, notamment le ministère des Droits humains et de la promotion civique. L'objectif est qu'ils mettent en œuvre des actions en commun dans le sens de lutter efficacement contre l'incivisme au Burkina. Faire des journalistes culturels de potentiel critique de cinéma, l'objectif est de la délégation générale du FESPACO en partenariat avec l'ASCRIB, l'association des critiques de cinéma du Burkina. La formation qui a débuté ce jour vise à mieux outiller les hommes de médias à une lecture plus professionnelle des films qui seront projetés à la 23e édition du FESPACO qui, vous le savez, s'ouvre ce samedi dans notre capitale, Kadisanougou. À quelques jours de l'ouverture de la 23e édition de la Biennale du cinéma africain, la délégation générale du FESPACO veut mieux outiller les journalistes du Burkina à la critique cinématographique. C'est pourquoi, en partenariat avec l'association des critiques de cinéma du Burkina, ASCRIB, elle a initié cet atelier de formation. Objectif, renforcer les connaissances des journalistes culturels et critiques de cinéma sur l'organisation du FESPACO et les initier à la critique cinématographique. C'est juste vous donner les éléments nécessaires, d'abord pour mieux connaître le FESPACO, et vous donner aussi des éléments d'appréciation qui vont vous permettre, comme je l'ai dit, de renforcer votre lecture, de renforcer votre analyse sur les thématiques des films, et permettre aussi de mieux informer vos lectorats et vos téléspectateurs, parce que en réalité, lorsqu'il y a un festival, parfois, il n'est pas compris la manière dont sont jugés les films. Comme je dis, c'est un festival à compétition, le FESPACO, et cela doit se faire à travers des critères techniques et professionnels bien garantis. Alors souvent, les publics ne comprennent pas parfois les démarches du jury, et c'est aux hommes des médias de faire comprendre aux uns et aux autres que la qualité d'un film, ce n'est pas seulement l'histoire du film. Au cours de cette rencontre de 2 jours, il est prévu des exposés sur le FESPACO et les films en compétition à cette 23e édition, ainsi que des exercices pratiques de la critique cinématographique à travers le visionnage des films africains. Coris Banque reconnaissante envers ses agents et clients de la banque. Entre remerciements et distinctions honorifiques, les Coris Days ont fait des heureux. La soirée gala a été l'occasion de témoigner toute cette reconnaissance à ceux qui les ont accompagnés durant les 5 années de présence sur le marché financier au Burkina ou Moussissé. Days, une soirée pour célébrer le succès. Succès de Coris Banque International, qui en 5 ans d'existence selon son premier responsable, est devenue au plan national la 2e banque par sa taille et la première par sa rentabilité. Au-delà de l'aspect festif, cette soirée a été l'occasion de célébrer le management de Coris Banque qui allie rigueur, participation et anticipation. Cette soirée s'inscrit dans le cadre des Coris Days que nous organisons ces jours-ci, et consiste donc à une soirée de reconnaissance à nos clients et à nos partenaires à qui nous voulons rendre hommage pour leur soutien, pour la confiance qu'ils nous ont témoignée depuis les 5 dernières années. 5 ans d'existence ont permis à Coris Banque de recevoir de nombreux prix, tels le prix du meilleur grand employeur de jeunes. Le parrain de ces Coris Days, le général Timoko Marc Garango, encourage ses filleuls à toujours faire mieux. Dans ma qualité de parrain de cette manifestation commémorative, j'adresse mes vives félicitations aux dirigeants et à tout le personnel de Coris Banque International avec tous mes encouragements pour plus de détermination, plus d'ardeur et plus de conscience professionnelle dans le travail, plus d'amélioration et plus d'efficacité vers une pleine et constante réussite de Coris Banque International dans tous ses domaines d'activité pour le bonheur de toutes les parties prenantes. Au cours de la cérémonie, 30 agents de la banque ont reçu des attestations de reconnaissance pour leur fidélité et 7 trophées ont été remis aux administrateurs.
Voilà donc un reportage de Oumou Sissé lu par Abdul Rasmane Zongo. Le Mali, dans la psychose des infiltrations djihadistes, des documents découverts sur les lieux occupés par les islamistes en fuite attestent cette menace, une menace prise au sérieux par les populations, mais aussi par les forces militaires en présence à Bouren, Kidal et Au Nigeria, le groupe islamiste Boko Haram s'est encore signalé par l'enlèvement de 7 travailleurs étrangers. À Rabat, au Maroc, le verdict est tombé pour les 24 militaires accusés du meurtre de plusieurs policiers. Mais avant, commençons le tour de l'Afrique en bref. Bonsoir.